En France, on ne pratique pas la charia. En France, on serre la main des femmes. En France, on ne les force pas à se voiler. En France, on ne pratique pas la polygamie. En France, on ne porte pas des tenues du 7e siècle, les tenues du prophète. En France, on n'égorge pas les animaux sans les étourdir. En France, on ne mange pas du halal à la cantine. En France, on a le droit de changer de religion. En France, on a des clochers, pas des minarets. En France, on entend l'angélus, pas le muezzin. Voilà. C'est comme ça. C'est la France. Voilà. Est-ce qu'il y aura un homme politique demain qui va se lever pour dire ça et le faire? Pas le dire. Le dire, tout le monde le dit. Ça y est, c'est parti. La digue a cédé. Et le faire. Elle dit remasteriser de la préférence nationale. Remasteriser, oui. C'est intéressant comme terme. Ça suggère que l'idée n'est pas neuve, mais qu'elle est, disons, réactualisée. Exactement. Et l'argument clé qui est avancé pour contrer ça, c'est que le financement de la branche famille, il vient d'où? Des cotisations sociales. Tout à fait. Et c'est là que le bât blesse, selon la source. Parce que ces cotisations, elles sont versées par tous les travailleurs, peu importe leur nationalité en fait. Donc l'extrait présente ça comme une sorte de contradiction, c'est ça? Oui, une contradiction fondamentale même. Comment peut-on réserver des prestations financées par tout le monde à seulement une partie de ses contributeurs juste parce qu'ils sont français? C'est vraiment une opposition frontale entre deux visions, quoi. Une vision, disons, universaliste du financement face à une vision plus sélective des droits sociaux? C'est ça. Du moins, c'est comme ça que la source le présente, en attribuant cette vision sélective au Rassemblement national. Et le langage utilisé, elle dit remasteriser de la préférence nationale. Remasteriser, oui. C'est intéressant comme terme. Ça suggère que l'idée n'est pas neuve, mais qu'elle est, disons, réactualisée. Exactement. Et l'argument clé qui est avancé pour contrer ça, c'est que le financement de la branche famille, il vient d'où? Des cotisations sociales. Tout à fait. Et c'est là que le bât blesse, selon la source. Parce que ces cotisations, elles sont versées par tous les travailleurs, peu importe leur nationalité en fait. Donc l'extrait présente ça comme une sorte de contradiction, c'est ça? Oui, une contradiction fondamentale même. Comment peut-on réserver des prestations financées par tout le monde à seulement une partie de ses contributeurs juste parce qu'ils sont français? C'est vraiment une opposition frontale entre deux visions, quoi. Une vision, disons, universaliste du financement face à une vision plus sélective des droits sociaux? C'est ça. Du moins, c'est comme ça que la source le présente, en attribuant cette vision sélective au Rassemblement national. Et le langage utilisé, il est assez fort quand même. On parle du vrai visage du parti, d'idées qualifiées de nauséabondes. C'est clair que ce n'est pas une critique à demi-mot. Ah non, pas du tout. C'est une prise de position très très critique. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas juste à la question des allocations. Non, justement, l'argumentaire va plus loin. La source mentionne aussi une allégation concernant 9 députés du parti. Oui, qui auraient fait partie d'un groupe Facebook avec des propos jugés racistes et antisémites, c'est ça? C'est ce que dit la source, oui. Et elle reproche au parti de ne pas les avoir dénoncés publiquement. Mais on voit bien ici une tactique rhétorique. Lier une proposition politique précise, les allocations, à des accusations beaucoup plus larges qui touchent aux valeurs fondamentales. Pour renforcer la critique, en quelque sorte? Oui, c'est une forme d'argument par association. L'idée, j'imagine, c'est de faire déteindre le jugement négatif lié au racisme ou à l'antisémitisme sur la proposition concernant les allocations. Et est-ce que la source donne la réponse du parti face à ces accusations précises? D'après ce qu'on a ici, la source se focalise surtout sur le reproche de l'inaction. Elle utilise cet argument pour appuyer sa critique générale et pour se positionner, elle, comme défenseur des valeurs de notre République. En opposition directe, donc, au Rassemblement national. Exactement. Et il faut bien redire ici que nous, on rapporte les arguments tels qu'ils sont présentés dans la source. Notre but, c'est d'analyser la structure du discours, pas de valider ou d'invalider les allégations elles-mêmes. Bien sûr, c'est important de le préciser. Donc, si on essaye de résumer un peu l'analyse de cet extrait, on a une opposition très nette au Rassemblement national. Construite sur deux plans principaux. D'abord, la politique sociale, préférence nationale contre cotisation universelle. C'est ça. Et ensuite, le plan des valeurs républicaines, où des accusations spécifiques viennent appuyer la critique idéologique plus large. Voilà. Une critique sur le fond et sur, disons, la morale politique attribuée au parti. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, et qui ressort bien de cette analyse, c'est de voir comment un débat sur une mesure sociale, somme toute assez technique, comme les allocations, comment ça devient un symbole, en fait. Exactement.
ça cristallise des désaccords beaucoup plus profonds sur l'identité, sur qui fait partie de la communauté nationale, sur la solidarité, enfin, sur les valeurs fondamentales d'une société. C'est vrai que c'est une dynamique qu'on observe souvent en politique. Très souvent, oui. Des points spécifiques deviennent des points de friction idéologique majeurs. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour finir. Jusqu'où est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on doit, séparer l'analyse technique d'une mesure politique, de l'histoire, des valeurs, ou même des controverses qui entourent le parti qui la propose. C'est une question assez complexe finalement. Et qui dépasse largement notre extrait du jour. Assurément. Est-ce que ce n'est pas justement Une réflexion à poursuivre. Ça permettrait aux valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, de vraiment s'appliquer? Pour tous les citoyens. C'est précisément l'argument avancé dans certaines analyses. Loin d'être une sorte de concession, cette reconnaissance serait la condition pour que ces valeurs universelles ne soient pas juste des mots sur un fronton pour une partie de la population. Faire vivre la promesse républicaine dans la France réelle, en somme. Voilà, c'est l'idée. En fin de compte, cette focalisation sur la charia, ça semble être le symptôme d'un débat français complexe, où les mots sont souvent mal définis, où on mélange des questions légitimes sur la place de la religion et des constructions politiques qui génèrent de l'anxiété. Oui. Et le risque derrière tout ça qui est souligné, c'est celui d'une fracture. Si on continue à opposer la République à une partie de ses propres citoyens, ça pourrait fragiliser le pacte social lui-même. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, peut-être? Et si la pleine reconnaissance de la diversité française, loin d'être une menace pour le projet républicain, était au contraire ce qui pouvait lui redonner toute sa vitalité, toute sa pertinence dans le monde complexe d'aujourd'hui?